Bonjour à toutes et tous pour ce second webinaire du cycle que nous avons lancé avec France Urbaine et Toulouse Métropole. Donc, je me présente Ilona Petit, responsable des études de l'Institut national de l'économie circulaire. Et donc aujourd'hui, on est tous ensemble pendant une heure pour parler du déploiement des plateformes physiques et numériques de réemploi des matériaux de construction. Si Jérémy, tu peux juste passer sur le slide d'après pour faire le déroulé. Donc, on a Delphine Bourdin de France Urbaine qui va nous faire l'introduction. Ensuite, on aura un temps de retour d'expérience réalisé par Toulouse Métropole, Pleine Commune et la métropole européenne de Lille. Ensuite, pour ceux qui étaient déjà là pour le premier webinaire, ça va être le même fonctionnement. On va faire une table ronde avec nos invités avec 3 questions. Et enfin, on aura un temps d'échange, donc en questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions et vos réactions dans le chat et on y reviendra à la fin des présentations. On fera remonter les questions. Petite précision, ce webinaire est filmé pour qu'ensuite il soit disponible en replay. Donc, tous les webinaires sont disponibles en replay ainsi que les présentations. Et durant l'introduction de Delphine, vous allez voir apparaître un petit sondage pour avoir un peu une idée de quelle est la prise en compte de ces sujets de plateforme et un peu les états d'avancement de chacun. Voilà, je te laisse la main, Delphine. Alors, bonjour à tous. Effectivement, comme cela a été dit après notre webinaire donc du 28 mars dernier, donc, qui était sur le rôle de la collectivité pour initier et déployer l'économie circulaire dans le secteur du BTP, et plus spécifiquement sur le rôle le sujet du réemploi de matériaux, avec notamment le levier de la commande publique qu'on avait abordé pour travailler à la fois tant du côté de la structuration de l'offre pour créer la demande, mais aussi aujourd'hui, on s'est dit, nous allons travailler, on souhaitait aborder le sujet de comment faire se rencontrer l'offre et la demande pour le réemploi de matériaux dans le secteur de la construction. Donc, vous seront présentés aujourd'hui des exemples de mise en place de plateformes numériques et physiques, parfois les deux allant de pair, avec différents degrés de maturité afin de donner une idée de l'état d'avancement de ce sujet en France et plus particulièrement dans les grands territoires urbains denses. Où, comme cela sera évoqué au cours des présentations, la disponibilité du foncier est un sujet crucial, notamment à l'heure du ZAN, le ZAN, objectif de zéro artificialisation nette des sols d'ici 2050. Et du coup, alors que vient d'être publié le rapport sur la mission aussi d'évaluation de la loi AGEC de 2020, de la Commission du développement durable et de l'aménagement de l'Assemblée nationale, ça a été produit par les co-rapporteurs Stéphane Delautrette et Madame Rioton, Véronique Rioton, qui souligne notamment le retard pris sur les objectifs de prévention de production de déchets et de réemploi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde de près, c'est cette mise en œuvre de la loi AGEC qui prévoit le cadre de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les produits de matériaux et de construction du secteur du bâtiment, la fameuse REP PMCB, et qui avait été lancée d'ailleurs avec un an de retard par rapport à la date prévue et qui est désormais en fait dans sa phase d'opérationnalisation. Et chaque intervenant va donc présenter dans un premier temps l'outil mis en place, que ce soit la plateforme numérique et ou une plateforme physique sur le réemploi de matériaux, revenir sur la jeunesse de ce dernier et pourquoi ça a été mis en place, le besoin initial du territoire et pour aussi le besoin aussi pour ses acteurs. Et on verra donc plusieurs questions, sujets thématiques qui seront soulevés là aussi, que la collecte des données est une réelle problématique. Souvent également la question de l'intelligence artificielle dans le domaine, comment ça peut être utilisé. Est-ce que ça peut représenter, l'IA peut-elle représenter une réelle valeur ajoutée si elle est utilisée à bon escient? On verra aussi l'approche du métabolisme urbain ou métabolisme territorial qui sera aussi évoqué. Ce peut être en effet aussi une aide à l'identification des flux pour les matériaux de construction et ce résultant aussi d'une déconstruction à visée de réemploi pour un territoire donné.
Et enfin, on a identifié que la phase test et de démonstrateur semble également essentielle pour bien appréhender la demande pour le réemploi de matériaux de construction et l'offre à structurer pour y répondre, et surtout à quel prix donner à ces matériaux de réemploi. Nous creuserons ensuite ces retours d'expérience autour d'une table ronde, comme l'annonçait Ilona, qui reviendra aussi sur les difficultés et les freins pour construire et rendre pérennes de tels outils. Et enfin, de tout ça ressort un petit peu ce qu'on a déjà identifié dans notre webinaire précédent et le webinaire de lancement en février dernier, c'est que le rôle de la collectivité en tant qu'animateur territorial pour lancer, préserver ces dynamiques de plateforme pour le réemploi de matériaux du secteur de la construction est crucial. Et s'octroyant la plupart du temps quand même au vu de l'ampleur de la tâche, du soutien d'acteurs extérieurs avec l'expertise qui est nécessaire et complémentaire à celle de la collectivité pour faire cette animation. Donc, on va tout de suite commencer avec Toulouse Métropole et Jérémy Bernard, qui est donc coordinateur du projet Life Waste to Build, ce projet sur lequel, un projet européen sur lequel est basé tout ce cycle de webinaires qu'on organise donc avec Toulouse Métropole et l'INEC. Jérémy, je te passe la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Donc, je suis Jérémy Bernard, je travaille à Toulouse Métropole, à la direction de l'action économique, et je suis coordinateur du projet Life Waste to Build. Le projet Life Waste to Build, c'est un projet qui est donc proposé par Toulouse Métropole avec 6 partenaires, qui a fait l'objet donc d'un financement européen dans le cadre du programme LIFE. Le but de ce projet, c'est le développement de l'économie circulaire dans le BTP. Donc la logique est de permettre la construction du territoire en se basant sur des ressources locales, donc essayer d'optimiser la récupération de ressources pour la construction. C'est un programme à l'objectif qui fonctionne sur Toulouse Métropole, mais à visée de déploiement à l'échelle régionale. Le principal atout de ce projet, c'est de se baser sur une commande publique et privée exemplaire. Donc, c'est d'accompagner techniquement 58 chantiers pour pousser les curseurs au maximum sur le développement de l'économie circulaire sur ces chantiers. Toulouse Métropole est donc coordinateur de ce projet et en partenaire, nous avons Cinétique, qui est une association locale qui travaille sur l'achat public initialement et qui fait tout l'accompagnement technique spécialisé dans le bâtiment. Donc en partenaire, nous avons bien sûr l'INEC, aussi l'école de commerce locale, le CSTB, Envirobat Occitanie et la Fédé du BTP 31. C'est un projet entre septembre 2021 et mars 2026 avec un budget de plus de 2,7 millions, financé à 55%. La question, alors je ne vais pas rentrer dans oui, j'ai oublié de dire, il y a de nombreuses actions qui visent donc à développer les filières locales, à accompagner la structuration du tissu local pour développer l'économie circulaire, avec notamment des actions de formation, de closier type, de signature d'une charte par les maîtrises d'ouvrage, etc. Bon, le projet a été présenté préalablement sur les précédents webinaires. Je vous invite à regarder les replays pour avoir un peu plus de détails sur le projet. Là, l'idée, c'était d'axer plus précisément sur le volet plateforme numérique, qui est une des actions du projet. Alors, pourquoi une plateforme numérique? Ben, l'idée, c'est en fait, de pouvoir... L'idée, c'est de développer la commande, mais pour ça, il fallait s'assurer qu'il y ait des ressources locales et s'assurer de la visibilité de ces ressources issues de la déconstruction. Donc, pour développer l'emploi des matériaux de seconde vie, a été décidé de développer un catalogue en ligne pour rendre visibles donc, les matériaux et équipements de seconde main. Voilà, pour les puristes, effectivement, c'est pas uniquement du réemploi. L'idée, c'est d'avoir aussi des surplus de chantier, des fins de stock, etc., qui soient mises à disposition. Donc, la plateforme propose des ressources, mais également indique des besoins, c'est-à-dire que des maîtres d'œuvre, par exemple, qui ont un projet, peuvent également indiquer leurs futurs besoins dans le cadre de leur construction. Pourquoi développer une plateforme numérique dédiée au projet? C'est que, malgré le projet date un peu, hein, mais il y avait en suspens la question de la plateforme du CSTB à l'époque, la plateforme
par rapport au diagnostic PEMD. On s'est rendu compte que le cahier des charges de la plateforme ne répondait pas à l'ensemble des besoins identifiés localement, notamment par rapport à la visibilité des matériaux. On n'avait pas non plus d'offres sur le territoire, d'offres privées ou d'autres structures proposant de plateformes. On n'avait pas d'acteurs positionnés pour le faire localement. Du coup, Toulouse Métropole a lancé un marché à procédure adaptée pour donc la fourniture, la mise en œuvre, l'hébergement et la maintenance d'une plateforme dématérialisée permettant de favoriser la circularité des ressources des chantiers du BTP. Alors, pour donner un ordre, un peu combien de temps ça nous a pris, donc le projet a débuté en septembre 2021. Le marché a été lancé au milieu 2022 pour une attribution en décembre 2023. Il y a eu un gros travail de définition sur le cahier des charges pour définir les fonctionnalités dont nous avions besoin. Pour une mise en ligne d'une V0 en avril, avec des déploiements successifs de versions, en fait un déploiement incrémental avec en méthode agile. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers de ce terme en numérique, c'est en fait l'idée d'avoir un projet qui s'adapte au fur et à mesure. C'est-à-dire on a défini un objectif assez global, puis après, en fonction de la pratique, on oriente petit à petit la commande. Donc avec un déploiement d'une V1, d'une V2 qui va être bientôt mise en ligne. Donc, on est engagé jusqu'en 2025 à mettre à disposition, donc Toulouse Métropole met à disposition cette plateforme pour le territoire, avec, dans un deuxième temps, l'idée de transférer l'outil auprès d'un guichet territorial. Ce qu'on entend guichet territorial, c'est un dispositif d'accompagnement qui correspond un peu à ce qui est fait actuellement sur les chantiers exemplaires, c'est-à-dire un accompagnement technique qui permettrait aux maîtres d'ouvrage d'être accompagnés pour déployer l'économie circulaire dans le BTP. On envisage d'avoir une structure ad hoc qui est préfigurée parce que ce que fait actuellement Cinétique et Envirobat Occitanie pour accompagner la structuration des filières et l'accompagnement sur les projets. Donc, cette plateforme est désormais en ligne à l'adresse que vous avez là. Elle met en ligne, alors important, on a choisi de se limiter au champ des professionnels qui travaillent sur Toulouse et la région. Et pour l'instant, donc, elle est proposée gratuitement à titre expérimental. Donc, voici donc la plateforme que nous avons déployée. Donc, le prestataire, j'ai oublié de le dire, c'est Redificaré, donc qui a été choisi à l'issue du marché, qui avait déjà une solution en ligne, mais qui, pour ce projet, a travaillé avec nous pour développer une plateforme dédiée au projet. Donc, on a une page d'accueil classique qui permet d'accéder directement à des catalogues de projets. Donc, c'est des projets qui sont vraiment liés à des projets soit de déconstruction, soit de réhabilitation, soit de construction. Donc, on peut naviguer assez facilement en filtrant les différents projets, en les localisant ou en fonction des dates. On peut ensuite cliquer sur chaque projet et avoir pour chaque projet le catalogue de matériaux dédiés au projet. On a aussi une entrée directe en fonction des matériaux. Par exemple, si vous cherchez du faux plafond, vous pouvez taper faux plafond et avoir directement pardon, excusez-moi, d'avoir directement donc toutes les offres de faux plafonds qu'on a. Et là aussi, vous pouvez filtrer en fonction de la catégorie de projet, en fonction de la typologie de bâtiment ou de la période de disponibilité ou l'état des matériaux ou les modalités de récupération, etc. Ou encore le rayon pour limiter les déplacements. On a une autre entrée, et c'est là où la particularité de cette plateforme, c'est qu'on a une entrée aussi via des catalogues de besoins, donc qui font référence à des projets de construction. Comme je le disais, là, vous pouvez indiquer un projet à venir. Vous pouvez indiquer un projet à venir avec des besoins à venir pour ce projet. Et à ce moment-là, il va y avoir un dispositif de match où les personnes inscrites peuvent directement avoir, dès qu'une offre de matériaux est postée correspondant à votre besoin, vous pouvez en être informé. Par exemple, là, c'est des exemples de besoins identifiés pour des futurs projets.
Cette plateforme a aussi donc en pied de page d'accueil des actualités ou encore une cartographie des projets du territoire. Aujourd'hui, on est à... Alors, faut voir que la plateforme, elle est consultable sans avoir à créer de compte. Elle est ouverte à tout public. Par contre, dès que vous voulez créer un catalogue, bien sûr, ou aller plus loin dans des commandes, il faut créer des comptes. Donc, on a actuellement 288 entreprises et maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, entreprises du BTP. On a tout type tout l'ensemble de la filière en fait qui est représenté. Et donc, on a une communauté d'utilisateurs de 288 entreprises actuellement, 863 fiches matériaux qui ont été faites, 145 commandes effectuées, avec voilà, pas mal de visibilité sur la plateforme. Euh, on a actuellement des développements à envisager hein, sur la finalisation des bilans, pour avoir des bilans bien économiques, précis sur les échanges de ressources qu'il y a eu sur les différents catalogues. On travaille aussi à améliorer le lien avec la plateforme du CSTB pour bien faire le lien entre à la fois les diagnostics PND faits sur les projets pour qu'ils puissent assez facilement alimenter la plateforme et que puisse fonctionner dans les deux sens avec la plateforme du CSTB. On a ensuite la volonté, et c'est très important pour nous, d'avoir l'intégration d'un volet déchets, c'est-à-dire de pouvoir sur un même catalogue, un projet, donc pouvoir suivre aussi tous les bordereaux de déchets et le suivi des SOGED, de l'ensemble du volet déchets des projets. On a aussi des travaux pour faire des liens avec d'autres plateformes. Des tests de réplicabilité sont en cours, donc avec d'autres territoires, pour voir comment ils pourraient, quel est l'intérêt et comment ils pourraient utiliser la plateforme. Et on travaille aussi pour une dissémination à l'échelle d'autres territoires de cet outil technique et d'autres outils techniques dans le cadre du projet. Euh, donc voilà pour la plateforme numérique rapidement. En ce qui concerne le volet plateforme physique, le projet Life Ways to Build n'a pas pour l'instant envisagé la création directement d'une plateforme physique. En revanche, c'est quelque chose qu'on a bien en ligne de mire parce qu'on se rend compte que la plateforme numérique ne suffit pas seule. On a des aléas de délai de chantier qui font que c'est trop difficile d'arriver à faire migrer directement une ressource issue d'une déconstruction à un chantier à un chantier de construction. Du coup, on travaille à voir comment on peut accompagner les acteurs du territoire. Ce que vous pouvez voir en haut à gauche, il y a un groupement d'entreprises locales qui se crée pour être de potentiels gestionnaires d'une plateforme et bénéficiaires d'une plateforme physique. On anime le territoire, vous voyez en haut à droite également des rencontres avec les professionnels du territoire pour voir quels sont les besoins localement et comment pourrait se monter une plateforme physique sur le territoire. Nous avons également, dans le cadre d'un projet quartier résilient sur le Grand Mirail, une étude qui va être lancée prochainement pour caractériser les flux de matériaux dans le cadre du projet de renouvellement urbain et de voir comment une plateforme physique pourrait être envisagée localement. Nous avons en parallèle également une veille sur le foncier. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel on n'a pas encore de réponse technique opérationnelle sur le terrain, mais un projet sur lequel on travaille pas mal. Voilà en ce qui me concerne. Merci beaucoup, Jérémy. On va passer maintenant à Pleine Commune avec Justine Nemringer, chef de projet métabolisme urbain. Justine, vous êtes avec nous? Oui. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Bonjour. Oui, on Bonjour. s'entend très bien. Je vous laisse Ça la parole. marche. Ouais, c'est vous qui redescendez les slides, hein, c'est ça? Oui, c'est Oui, moi. on s'en occupe Ok, de notre ça côté, c'est marche. Jérémy. Ça Il est marche, sur tous merci les fronts. beaucoup. Ça marche. Donc bonjour à toutes et tous, je suis Justine Emringer, chef de projet métabolisme urbain au sein de l'établissement public territorial de Pleine Commune. Donc juste avant de rentrer dans le dur, petit rappel sur Pleine Commune, nous on est en Seine-Saint-Denis, donc on regroupe 9 villes, Saint-Denis, Saint-Ouen, vous voyez sur la carte, plus de 400 000 habitants. D'énormes enjeux en termes de métabolisme urbain, puisque on a plus de 3 000 logements neufs à construire par an, 14 quartiers en rue, plus de 30 opérations d'aménagement. Donc des enjeux en termes de résilience, mais aussi de développement économique autour de l'économie circulaire. Et c'est un sujet sur lequel on réfléchit depuis 2015.
Du coup, tu peux passer la slide en dessous. Pour rentrer dans le concret sur les actions qu'on mène à la fois sur le sujet du foncier circulaire et du numérique circulaire, parce qu'effectivement, c'est deux sujets qu'on réfléchit comme Toulouse Métropole de manière intégrée. Donc nous, sur le foncier où on en est, donc on a 2 plateformes de réemploi physique qui s'étaient installées en 2019, donc avec l'association Réavi et CycleUp. Donc on a eu une première passe puisqu'elles ont eu 3 ans de vie. Aujourd'hui, c'est des plateformes qui sont plutôt dans une logique d'urbanisme transitoire, avec Réavi qui a bougé entre-temps à l'île Saint-Denis et puis CycleUp qui est parti chez nos amis d'Est Ensemble. Sachant que nous, dans les réflexions sur les activités de ces plateformes physiques de réemploi, il y a à la fois tout ce qui est seconde œuvre, et puis il y a aussi tout ce qui est matériaux de voirie, donc pavés, bordures, et la question des substrats fertiles, donc des terres végétales recyclées. Et c'est ajouté il n'y a pas longtemps la question des briques, puisqu'on aimerait bien lancer une filière de briques locales de réemploi. Nos enjeux maintenant, c'est de passer d'une logique plutôt, comme je vous le disais, urbanisme transitoire à une logique plus long-termiste. Donc, comment on fait ça? Déjà, on essaye de passer dans une vraie stratégie foncière circulaire, puisque là, sur le foncier, on était plutôt opportuniste. Si on avait une opportunité qui se présentait, on y allait, mais en gros, il n'y avait pas de vraie stratégie derrière. Là, on essaye de monter d'un cran. Donc, il y a eu un courrier qui a été envoyé par notre président aux propriétaires fonciers publics pour leur dire que maintenant, on allait leur demander d'essayer d'identifier des sites qui pouvaient se prêter à l'implantation de ce type d'activité d'économie circulaire. Et puis, on a lancé aussi le principe d'étude de faisabilité. On en a lancé une première sur un foncier de la Dirif, Porte de la Chapelle, où s'il y a un site qui rentre, qu'est-ce qu'on regarde? Quel est l'environnement immédiat? Est-ce qu'il est pollué ou pas? Quelle est sa surface? Est-ce qu'il est nu ou il y a déjà un entrepôt, etc. pour savoir si on peut pousser, s'il y a un intérêt avéré ou pas sur ce foncier. Notre rôle en tant qu'établissement public territorial, c'est de déployer des plateformes mutualisées, parce qu'on voit qu'en général, les plateformes mono-acteurs, elles fonctionnent, elles ont un modèle économique un peu complexe. Donc, on essaie d'avoir des plateformes mutualisées où, en gros, du coup, tous nos matériaux peuvent y aller, peu importe le type de chantier, et où il peut y avoir tout acheteur, et ouverte sur les quartiers. Ça, c'est des demandes aussi importantes des élus, qu'il y ait des boutiques, en fait, pour que les habitants des quartiers puissent venir récupérer des matériaux à bas coût, voire gratuitement. Dans des logiques d'insertion, on a une approche très économie sociale et solidaire du réemploi, et notamment sur ces plateformes. Et on voit qu'il y a 3 schémas globalement possibles pour ces plateformes-là. Soit c'est des acteurs tiers qui s'installent, donc type Réavi, CycleUp, et là, Pleine Commune a un rôle de facilitateur uniquement. Soit c'est en régie, comme la mairie de Paris qui a sa plateforme de Bonneuil, par exemple. Soit c'est des marchés qu'on lance avec, du coup, dans le marché de récupération des matériaux, la mise à disposition d'un foncier. Pour passer sur la partie plutôt numérique, et après, je ferai le lien entre les deux. Donc, en parallèle de ça, on développe un outil pour faciliter la rencontre entre l'offre et la demande. Alors, je vais aller vite parce que c'est le même besoin que Toulouse Métropole, hein. On a des outils qui sont très proches, avec quelques nuances. C'est que nous, on a énormément de plateformes de l'offre qui sont existantes sur le territoire. Et du coup, notre enjeu, c'est plutôt d'avoir, de consolider dans un seul et même endroit une donnée qui est aujourd'hui disséminée. Donc, on ne sera pas plateforme de l'offre. Il n'y aura pas d'offre. On ne pourra pas acheter un matériau sur la plateforme sur BTP Match. L'outil va s'appeler BTP Match. Donc, c'est un outil qu'on développe avec la mairie de Paris, Est Ensemble, et avec le soutien technique et financier de la métropole du Grand Paris. Mais par contre, ça permettra d'avoir une cartographie des gisements et du coup d'éviter d'aller sur tous les outils, parce qu'aujourd'hui, la recherche de matériaux chez nous, elle est assez fastidieuse. J'ai une newsletter, moi, un matériau que j'envoie toutes les 3 semaines, mais c'est pas suffisant. En gros, c'est quand même un travail long si vous recherchez des matériaux sur le territoire. Donc, l'idée, c'est de centraliser l'offre des matériaux, ou qu'ils soient en lien aussi avec la plateforme. On travaille avec le CSTB pour faire le lien avec la plateforme PEMD. J'ai vu que la question a été posée tout à l'heure. Je pense qu'on se pose tous la question du lien avec la plateforme PEMD. Faire le lien avec la demande aujourd'hui qui n'existe pas, c'est-à-dire nous référencer l'ensemble des projets de construction en leur demandant de lister leurs besoins pour qu'il y ait des matchs automatiques qui puissent se faire en fonction des gisements qui rentrent à chaque fois. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez humain, le match, voilà, donc il faut que ça s'automatise. Et à terme, les fonctionnalités territoriales de cet outil, c'est vraiment faire du calcul d'indicateurs sur le nombre d'emplois créés grâce à l'économie circulaire, le nombre de camions en moins sur les routes, CO2 économisé, ce qui est une vraie demande des élus aujourd'hui pour valoriser nos démarches d'économie circulaire. Et puis faire de l'anticipation. Faire du métabolisme urbain au sens pur, c'est-à-dire anticiper les flux, et à partir de cet outil, être capable de se projeter et de dire dans 10 ans, je vais démolir ça, je vais construire ça. Donc, qu'est-ce que ça va générer comme matériaux? Qu'est-ce que je vais pouvoir réemployer, etc. Pour finir sur le lien entre du coup non, pardon, sur l'outil numérique, juste, on a lancé, donc nous, c'est pas un outil encore définitif qu'on a lancé. On a lancé un POC, ce qu'on appelle un POC, Proof of Concept, avec la startup
la start-up, pardon, Scop, donc, et les territoires d'Est Ensemble de Paris et puis le soutien de la métropole, puisqu'on savait dès le départ que nos matériaux, ils ne s'arrêtaient pas à nos frontières. Donc, on connaissait la nécessité de réfléchir à un outil de manière intégrée dès cette phase POC. Un POC, c'est une maquette, hein. Donc, c'est vraiment pour tester en fait les fonctionnalités que je vous ai listées là-haut. On est accompagné par un AMO dédié, donc, avec Greenflex et Novatech. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de repartir des besoins du territoire pour avoir un outil le plus opérationnel possible. Et puis à terme, on réfléchit déjà ensemble, hein, puisque c'est des outils quand même qui sont assez proches, avec des spécificités territoriales, mais quand même outils assez proches. Donc on réfléchit à mutualiser tout ça pour des logiques évidentes d'optimisation de coûts et de gestion de matériaux. Pour finir donc sur le lien entre numérique et foncier, en gros, pour vous expliquer, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu plutôt micro et l'enjeu plutôt macro. Donc déjà, l'enjeu de ces plateformes numériques, comme je le disais, nous, notre outil, l'idée, c'est de consolider la donnée sur un seul et même outil. Du coup, ça veut dire qu'il y a des plateformes physiques de réemploi, il y a aussi des gisements en diffus qui doivent être sur cette plateforme-là. Donc c'est déjà, grâce à cet outil numérique, rendre visibles les gisements qui seront disponibles sur les plateformes physiques de réemploi, type Reavi et autres. Et puis, dans un deuxième temps, à un niveau plus macro, plus on arrivera à anticiper la rencontre entre l'offre et la demande grâce aux outils numériques, et plus on déchargera quelque part les plateformes physiques qui, du coup, n'auront les matériaux qui auront déjà trouvé de repreneurs, mais qui auront besoin peut-être d'une petite remise en état intermédiaire, de tests, de requalification du matériau, parce que ce qui est demandé par les contrôleurs techniques aujourd'hui sur la construction neuve, et puis peut-être de stockage pendant 2-3 mois. Mais aujourd'hui, ils prennent un peu le tout venant sans être sûr d'avoir des exutoires. L'outil numérique permettra du coup de s'assurer qu'encore une fois, en amont, on a bien anticipé et il y a bien eu un match. Et en gros, ça devient. Et là, on aura vraiment le lien parfait entre la question du numérique et la question du foncier. Voilà, Merci beaucoup, Justine. avec plaisir. Alors, du coup, après être allé dans le sud, la région francilienne, on va aller dans le nord avec Malika Bohème, qui est à la métropole européenne de Lille et qui est chef de projet économie circulaire. Malika, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc Malika Bohème, chef de projet économie circulaire donc au sein du pôle développement économique à la MEL. La MEL qui a mis en place sa stratégie économie circulaire en 2021 avec un gros focus sur la question des matériaux de construction, pour lequel on avait travaillé à l'époque d'ailleurs à une étude de métabolisme pour identifier le potentiel dans le cadre des travaux engagés pour les grands chantiers de renouvellement urbain dans le cadre de l'ANRU. On peut peut-être passer au premier slide, et donc qui va concentrer d'ailleurs mon intervention. Et donc sur la stratégie liée au réemploi de matériaux de construction et la question des plateformes, c'est une question qu'on a vraiment complètement intégrée sur le territoire de la MEL à l'animation territoriale, qu'elle concerne la chaîne de valeur du BTP. Les intervenants dans le domaine du bâtiment et des travaux publics sont très, très nombreux, très actifs, mais en même temps, tout le monde aujourd'hui se cherche encore sur cette question du réemploi et en direction aussi des services de la MEL. Alors, services de la MEL qui, évidemment, pilotent des projets de construction, d'aménagement sur le territoire, et pour lesquels il est important qu'on puisse créer une culture commune. Alors, cette animation territoriale, elle est réalisée en partenariat avec le CD2E, qui est un pôle d'excellence en économie circulaire, et notamment sur la question du bâtiment et des matériaux biosourcés. Elle consiste à donner de la visibilité à tout ce qui existe en matière de réemploi sur le territoire de la MEL. Ça passe par des visites apprenantes, par des visites d'outils, matériothèques sur des chantiers, des matériothèques physiques. Il y en a peu, mais il y en a quand même quelques-unes sur le territoire. Et l'animation d'un club des entreprises de recyclage et du réemploi qui explore aussi la question des freins qui peuvent être rencontrés pour pouvoir opérationnaliser le réemploi. En direction des services de la MEL, la question de la culture interne, comme je disais tout à l'heure, est importante. Donc, on a commencé par sensibiliser
au réemploi, à l'économie circulaire et au réemploi, l'ensemble des intervenants qui représentent entre 200 et 300 personnes dans l'établissement, ce qui n'est pas rien quand même. Et on s'était aperçu que pour certains, ils étaient très, très militants sur la question et très sachants. Pour d'autres, ils avaient une vision très, très parcellaire. Donc là, on a mis en place tout un processus de sensibilisation qui a permis à la fois d'informer, mais aussi de recueillir les besoins pour chacun. Et on s'est rendu compte qu'on avait une vision très, très parcellaire de nos ressources en interne. Donc la question des plateformes, c'est déjà la question de la gestion de l'offre et de la demande. Donc pour nous, en interne de la MEL, ce qui est apparu clairement, c'était la nécessité d'un outil numérique pour gérer les matériaux dont on dispose et les richesses qu'on déconstruit pour pouvoir les réutiliser sur d'autres chantiers. En ce qui concerne les plateformes physiques, là, elles sont plutôt pour la métropole de l'ordre d'initiatives privées. Et dans ce cadre-là, on accompagne, on soutient, on assure la facilitation de projets d'acteurs du territoire. Alors, un peu comme ma collègue de Pleine Commune, en mettant à disposition du foncier pour permettre à ces initiatives de s'implanter. Même si en métropole lilloise, on est sur un foncier économique extrêmement contraint, donc c'est parfois un peu compliqué de trouver à la fois le foncier, mais en même temps la bonne situation de ce foncier, puisque en fonction de l'activité qui va être générée en réemploi, on n'a pas les mêmes prérequis sur notamment la proximité des habitations. Et la possibilité aussi pour les acteurs du territoire de faire des POC, des projets démonstrateurs. Et ça a été le cas donc d'un acteur qui est l'IMT Nord-Europe, en partenariat avec des industriels, qui a initié une chaire industrielle Reconvert qui concerne donc la déconstruction sélective des bâtiments et la production d'outils pour faciliter à la fois la géolocalisation des matériaux sur le territoire de la MEL avec un tropisme sur la ville de Lille et la possibilité de quantifier, caractériser ces matériaux à partir d'un outil numérique, et ce en partenariat avec Batirim. Cette chaire industrielle a réalisé il y a quelques jours, puisque c'était la semaine dernière, un POC, donc une preuve du concept, pour un autre projet qui va venir derrière, dont je parlerai tout à l'heure, donc village du réemploi. Le POC consistait à mettre en place un village éphémère du réemploi sur une durée d'une semaine pour accueillir des matériaux soit de seconde main, soit des matériaux de stock d'invendus provenant des partenaires de la chaire Reconvert, et pour les mettre à disposition à un coût tout à fait abordable des habitants, des entreprises, des artisans du territoire. En fait, une matériothèque ouverte à tout le monde, implantée sur le port de Lille, avec, là, si on peut passer à la slide suivante, voilà, avec un outil numérique qui permettait d'annoncer les matériaux disponibles, de les mettre en vente, et aussi la possibilité de donner un prix à ces matériaux. La question du réemploi, elle pose aussi la question du coût du réemploi et de l'acceptabilité du réemploi, que ce soit par les artisans, les entreprises, moins les grandes entreprises, mais tout au moins les petites entreprises, mais qui représentent quand même sur le territoire de la métropole 90% des entreprises du bâtiment, et des habitants aussi. La question du coût, donc donner la possibilité de donner une valeur au réemploi, même si, bien évidemment, quand les personnes se sont présentées sur le port de Lille pour acheter le matériel, là, il avait un coût qui était entre 25% à 50% moins cher que le prix neuf.
Voilà, et je m'en arrêterai après, une autre ressource qu'on met en place, mais je pense que ça se met en place sur bon nombre de territoires de chantier, c'est la création de matériothèques in situ, donc des chantiers de déconstruction. C'est le cas de notre chantier Blanche-Maille à Roubaix, qui est un très gros chantier de renouvellement urbain qui se passe donc sur un quartier qui était l'ex-quartier de la vente par correspondance de la Redoute, avec 3 gros bâtiments en réhabilitation lourde. Et pour ces 3 gros bâtiments, l'un a été complètement démonté et a fait l'objet donc d'un stockage dans le bâtiment d'à côté de tous les matériaux qui vont pouvoir être réutilisés sur le site. Donc là, vous avez quelques photos, mais ça concerne 3 grands étages du bâtiment qui est déconstruit, donc un volume très, très important de matériaux. Donc quand c'est possible, les matériothèques sur site, c'est ce qu'on met en place, mais évidemment, ça n'empêche pas le besoin de plateformes de matériaux à l'échelle du territoire. Merci beaucoup, Malika. On va passer à la table ronde avec quelques questions à nos intervenants. Et je vous demanderai des réponses brèves pour qu'on ait le temps d'avoir aussi un retour aux questions des participants dans le fil de discussion. Alors, on va commencer avec le côté d'abord opérationnel. Quelle opérationnalité de ces outils? Quel premier retour à la fois du côté de l'utilisation de ces plateformes numériques ou physiques, mais aussi les retours du côté des utilisateurs. Je vais rester avec vous, Malika. Vous étiez connectée. Je vous laisse la parole et j'irai après vers Toulouse Métropole. Alors, je vais donner le résultat sur le POC qui a été réalisé la semaine dernière. Donc, une centaine de personnes ont visité le site de Port-de-l'Île. Pourtant, c'est une semaine où il a plu énormément toute la semaine, donc ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé à ce que le site soit visité. Ceci dit, une centaine de personnes sur la semaine. Plus de la moitié, 56, ont acheté du matériel représentant 1,6 tonne de matériel qui a été vendu, ce qui a permis d'éviter 2 tonnes équivalent CO2 d'émissions de gaz à effet de serre. Et parmi les acheteurs, 40 artisans, 16 habitants, ce qui est quand même assez intéressant. Donc sur les 56 entreprises, 40 artisans, c'était un peu la cible qui était privilégiée pour ce POC. Donc on peut dire que c'est réussi. Concernant l'estimation du prix des matériaux de réemploi, deux personnes ont répondu en pensant que le réemploi devait coûter le même prix que le neuf. Donc c'est quand même une très grande minorité qui pense que le réemploi a la même valeur que le neuf. 38 personnes ont répondu qu'il devait coûter moins cher de 25% et 57 personnes de 50%. Donc on est plutôt sur une estimation pour la population qui a visité le site de 50% sur le coût par rapport au neuf. Voilà. Merci beaucoup, Malika. C'est vrai, on l'a souligné, quel prix donner à ces matériaux est un vrai sujet également. Jérémy, du côté de Toulouse Métropole, donc quel premier retour aussi avec les travaux lancés sur cette plateforme numérique? Alors, on voit qu'il y a un intérêt fort pour la plateforme. On sent que ça répond à une demande sur le territoire. Après, on est sur quand même des marchés émergents. Et voilà, la question du modèle économique, c'est-à-dire qu'on voudrait on veut que ça développe l'emploi local, mais que ça coûte moins cher. C'est un petit peu contradictoire en fait actuellement, vu le fonctionnement actuel de l'achat des marchés de construction. Donc, du coup, on est sur un modèle économique qui se cherche. Et là, c'est un peu on a à la fois ça, il y a toujours les questions d'assurabilité et les questions de méconnaissance aussi de certains acteurs qui font qu'on n'est pas encore on est encore sur un marché émergent. Plus l'évolution réglementaire, donc tout ça se fait que c'est un sujet d'actualité et qui évolue. Voilà ce que je peux dire globalement.
Oui, tout à fait. On reviendra dans un prochain webinaire d'ailleurs, mais Ilona reviendra dessus sur l'assurabilité des matériaux, un vrai sujet aussi. Justine, du côté de Plaine Commune, quels sont vos premiers retours aussi? Alors, en général, les matériaux de réemploi à l'achat, ils sont moins chers que les matériaux neufs pour la plupart des matériaux. Il y a des matériaux sur lesquels ils sont plus chers. Plus il y a de la transformation, plus on tend vers la réutilisation et non le réemploi pur, et plus on a de surcoût. Par contre, au global, le matériau posé peut coûter plus cher, mais c'est pas sur la partie approvisionnement fourniture, c'est plutôt sur la partie requalification, ingénierie derrière pour aller sourcer les matériaux, etc. Plus le lien quand même avec les assureurs, avec les contrôleurs techniques, et cetera, les tests éventuels à faire et à poser. Je pense aux briques, par exemple. Les briques de réemploi peuvent prendre un petit peu plus de temps à poser que des briques neuves parce que les gabarits, vous pouvez avoir des moitiés de briques et des briques pleines, et cetera. Mais ça va en fait s'améliorer encore une fois avec la montée en compétence des acteurs, avec la mise en place en gros, les acteurs sont de plus en plus pros, ont des process de requalification qui font qu'on aura de moins en moins de tests à faire, et cetera. Donc à terme, on sait par contre que de toute façon, les matériaux de réemploi seront moins chers que les matériaux neufs, parce que les matériaux neufs, eux, ils ont tendance à se renchérir avec la baisse de disponibilité des matières premières. Donc même s'il y a des surcoûts, parfois, à terme, on sait que ce sera moins cher de toute façon. Mm. Intéressant donc à suivre l'évolution justement sur ces prix de matériaux de réemploi ou de réutilisation, donc à suivre. Du coup, on va passer à la deuxième question. Du coup, je retourne vers Jérémy, donc pour Toulouse Métropole. Quels sont les challenges et les freins identifiés? Tu avais mentionné le modèle économique, mais j'imagine que ça s'arrête pas là. Oui, on a la question de la saisie de la donnée, hein. Nous, actuellement, on a Cinétique qui passe beaucoup de temps pour rendre visible la donnée. C'est un temps de saisie voilà, qu'on aimerait pouvoir optimiser. On aimerait faire plus de liens directement avec la réalisation des diagnostics, le résultat des diagnostics PEMD qui pourrait directement alimenter la plateforme. Ça, c'est vraiment un sujet. La question de la saisie et de faire que les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre se saisissent de la plateforme jusqu'à se l'approprient et créer de la donnée, etc. Donc ça, c'est un gros challenge. Et faire connaître la plateforme, c'est aussi, voilà, ça prend du temps, hein, de mobiliser l'ensemble de la filière. Et puis rendre systématique son usage, voilà, c'est les challenges qu'on a, c'est sûr. Ouais. Bah, même question. Merci Jérémy. Même question pour vous, Justine, pour Plaine Commune sur ces challenges et ces freins. Sur les challenges, je dirais que c'est nous, comme je l'ai dit, on a un gros enjeu sur l'interface en fait entre les différents outils, que ce soit l'outil du ministère PEMD, que ce soit les plateformes de l'offre, plateformes de la demande, etc. Donc on a un premier enjeu technique qui est comment on se coordonne avec ces plateformes, comment on fait remonter l'information, comment on a l'information si un gisement est récupéré, etc. L'enjeu de gouvernance aussi de l'outil, il y avait des questions là sur est-ce que c'est des outils territoriaux, nationaux. Pour l'instant, ce sont des outils territoriaux, mais on sait bien qu'ils ont vocation à grandir. Alors après, est-ce que c'est métropolitain, est-ce que c'est régional, est-ce que c'est national, on ne sait pas encore. Mais du coup, ça pose des questions de modèle économique, de gouvernance de l'outil entre les métropoles, les territoires, etc. Pour l'instant, on a beaucoup de questions, on n'a pas de réponse. Donc là, moi, je suis dans la première étape de comment on définit un outil définitif, quel contour, qui le porte, voilà, et quel modèle économique derrière. C'est un petit peu flou pour l'instant. Donc j'entends que la question de l'échelle est tout aussi importante en Tout à réflexion fait, aussi. Ouais. tout à fait. Malika, du coup, pour la métropole européenne de Lille? Alors pour nous, les challenges et les freins qu'on a pu identifier portent sur, d'une part, poursuivre l'animation territoriale et l'amplifier, hein, mettre vraiment tous les acteurs autour de la table, les informer et les rendre actifs. Travailler aussi à la maturité de l'offre, hein, pour pouvoir répondre aux besoins de la commande publique et pour que il faut que les marchés soient suffisamment matures et que les quantités soient aussi présentes au rendez-vous. Et pour que le marché se mette réellement en place, il faut que la commande publique soit offensive. Donc on arrive à un moment un peu charnière où on se regarde et où on doit faire la démonstration qu'effectivement l'un va satisfaire l'autre. Donc ça, c'est un vrai sujet, je pense, qui doit se poser aussi sur d'autres territoires. La question du foncier qui est très tendue chez nous, donc là, c'est un réel frein au développement. Conjugué aussi la question de l'acceptabilité.
on parle de plateforme d'économie circulaire en fonction de la nature des matériaux. Il y a du traitement qui n'est pas du tout compatible avec la présence d'habitants. Pour d'autres activités, c'est beaucoup plus compatible. Donc, on doit aussi adapter les possibilités foncières en fonction de la nature de ce qu'on va implanter et trouver des ressources sur le territoire. Alors, j'évoquerai ça après. Et la question aussi de garder le gain écologique en limitant aussi le transport des matériaux de réemploi. Donc, on recrée de la ressource locale, on crée de la richesse locale, mais il faut aussi qu'on garde le gain que ça génère en termes de limites de transport et donc rester aussi sur des territoires qui n'excèdent pas 20 km à la ronde pour pouvoir être encore efficient sur ce point-là. Merci beaucoup, Malika. Ça donne une bonne vision de l'ensemble des challenges avec aussi ce que nous ont dit Jérémy et Justine. Alors, du coup, la suite se pose, c'est-à-dire quelle perspective et développement pour le futur. Alors, je me tourne vers Justine, je retourne vers Pleine Commune. Sur la partie numérique, c'est ça, ou sur la partie foncière, ou les deux? Les deux, les challenges que vous identifiez enfin, pas les challenges, justement, les développements et les perspectives futures, comment vous voyez les choses et ce qui est dans les tuyaux. Alors la suite déjà pour nous, ça va être, de passer de gérer le passage entre le POC et l'outil ITMU définitif, puisque le POC, qu'on développe avec Scope, il se finit en octobre 2024. Donc l'idée, c'est de commencer à réfléchir sur comment on passe sur, l'outil, et encore une fois, je l'ai dit, avec quelle gouvernance, comment on est accompagné là-dessus, comment on réfléchit aussi entre métropoles, pour, mutualiser les questions, voir les outils à terme peut-être, voilà. Sur la partie, plateforme physique, nous, c'est vraiment de faire atterrir de manière pérenne, encore une fois, les plateformes. C'est le gros enjeu chez nous et là où on a du mal, parce que faut savoir que c'est des activités qui, certes, économiquement, vont pas, dégager, des revenus, aussi élevés que, si vous construisez un immeuble de bureau, par exemple. Sauf que ces activités-là, elles sont essentielles, en fait, pour le fonctionnement de nos territoires, pour réduire, je rejoins Malika, pour réduire aussi les camions sur les routes, pour faire du développement local, pour alimenter un écosystème d'acteurs, sur nos territoires. Et donc, c'est aussi d'arriver en fait à convaincre que on a une nécessité de garder et de conserver ces plateformes au-delà de l'urbanisme transitoire, parce que 3 ans, ça paraît long, mais en fait, c'est très court pour une plateforme et elle bouge tout le temps et c'est plutôt inconfortable pour elle. Donc, on continuera à avoir des plateformes temporaires, mais il faut qu'on arrive à pérenniser. Et mon objectif, c'est d'avoir dans les 2 ans au moins 3 plateformes pérennes, une sur les VRD, donc pavé bordure, une sur le substrat fertile et une sur le second œuvre. Voilà, c'est les enjeux. C'est vraiment de les ancrer dans le territoire définitivement. C'est un beau programme. Du coup, du côté de la métropole européenne de Lille, Malika, le programme sera lequel pour la suite? Alors, le programme, ça va être de poursuivre également. Alors, on a plusieurs projets sur le feu, je dirais. Un premier projet qui est coporté avec la ville de Lille, Port de Lille et Voies navigables de France, qui concerne une étude qui va démarrer la fin du mois de juin et dont le POC dont j'ai parlé tout à l'heure était un peu la préfiguration. Une étude qui devrait permettre la création d'un village des matériaux, du réemploi et de la logistique inversée, c'est-à-dire avoir sur le port de Lille un lieu qui intégrerait l'ensemble des fonctions, la fonction grands travaux, qui ramène évidemment et en amont et en aval beaucoup de matériaux, la question du réemploi qui va être introduite et qui va permettre parmi l'ensemble de ces matériaux de récupérer ceux pour lesquels une seconde vie est envisageable, la question du réacheminement des matériaux qui auront été déconstruits, qui nécessiteront une valorisation, soit par le recyclage, soit par d'autres formes, et qui permettront aussi un réacheminement vers les sites de valorisation. Donc, c'est vraiment un projet ambitieux qui a été, et je vois Richard Lemaitre qui est présent dans l'Assemblée et qui est un des maîtres d'œuvre de ce projet dans le cadre du pacte Lille bas carbone, et qui devrait nous permettre justement de réfléchir à la fois à une ressource pour l'île et les environs proches de l'île,
et à la manière dont on va pouvoir dupliquer un outil comme celui-là pour pouvoir l'implanter sur d'autres territoires de la métropole, que ce soit sur le port de Lille ou à proximité, pour garder l'effet multimodalité avec les voies navigables et avec les voies ferrées autant qu'à faire. Donc ça, c'est un premier projet qui devrait, pour lequel on va lancer un appel à manifestation d'intérêt suite à l'étude, donc en premier trimestre 2025, pour identifier les logisticiens candidats pour pouvoir porter l'exploitation du site. Un deuxième projet qui, lui, s'implante à Roubaix et avec le soutien de la ville de Roubaix, qui est un projet en territoire en rue. Donc là, on est vraiment en cœur de ville pour le coup, et dans le cadre de la réhabilitation d'une friche, une plateforme qui concernerait des matériaux du second œuvre, déjà identifiés, de la parquetterie, des matériaux de luminaires, électriques et tout ce qui va concerner le sanitaire, pour permettre à la fois d'avoir des réponses en direction des artisans. Cette plateforme serait essentiellement alimentée par des matériaux déconstruits de l'habitat privé. Il y a énormément d'habitat privé au niveau de Roubaix qui est en cours de réhabilitation. Donc, cette plateforme, elle vivrait en partie avec ces matériaux-là et bien évidemment aussi avec des sources d'habitat social qui seraient aussi en déconstruction, avec une petite partie de l'activité qui serait dédiée pour un magasin en direction des habitants. L'idée étant de faire le lien entre les habitants et l'outil de la plateforme qui va se créer. Voilà pour de ce côté-là. Et pour l'interne de la MEL, la création. Oui. Donc, là, pour le coup, un outil qui, dans un premier temps, serait interne à la métropole, qui permettrait donc, dans un premier temps, un outil existant dont on achètera la prestation en interne, pour permettre de bien identifier l'offre et la demande de matériaux, donc l'offre qu'on génère et la demande qu'on va générer également, et avec derrière un travail qui va consister à continuer la culturation des agents de la MEL et l'identification de l'outil idéal, et on se tournera sûrement vers Toulouse Métropole, de l'outil idéal qu'on créerait à terme, qu'on achèterait, ou enfin, voilà. Et comme le disait tout à l'heure le collègue de Toulouse Métropole, avec aussi l'idée que les outils devront à un moment donné permettre l'interopérabilité pour permettre des croisements entre les différentes ressources existantes. Merci beaucoup. Le programme est riche aussi là et pour la MEL. Et d'ailleurs, j'entendais dans le premier projet aussi cette dimension logistique qui est importante. Le deuxième tournait aussi vers les habitants, ce magasin à l'intention des habitants. C'est aussi important, je pense, cette dimension d'avoir pour l'acceptabilité aussi l'acculturation, mais aussi l'acculturation pour le troisième projet, la vie interne et les besoins pour la collectivité quand elle est maître d'ouvrage aussi. Et du coup, du côté de Toulouse Métropole, Jérémy, pour vous, les perspectives? Alors, on retrouve de nombreuses questionnements et voilà, perspectives de travail similaires donc à Lille et à Plaine Commune. En ce qui nous concerne sur la plateforme numérique, ben, c'est continuer à la développer, ça c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de trouver le modèle économique et de gouvernance pour la faire perdurer, parce qu'on est convaincu qu'il y a une pertinence à avoir un outil du territoire qui permet vraiment un lien entre des filières locales et une filière qui se connaît. Ça nous paraît vraiment important. Et en parallèle, nous avons donc il y a les perspectives techniques, mais ça je les ai déjà évoquées. Et puis en parallèle, poursuivre le travail sur la plateforme physique avec, on espère, des opportunités qui pourraient s'ouvrir. On aimerait bien pouvoir se saisir d'opportunités pour développer une plateforme physique. Voilà. Oui, merci. Et puis, on l'avait mis là dans la slide, mais on y reviendra. On avait aussi évoqué dans ce temps de préparation quel pourrait être le rôle aussi du service d'intérêt économique général, les SIEGL, dans ce domaine aussi. Et
Nous, on on a, continuera à pousser notre réflexion là-dessus. Oui, parce qu'effectivement, on est frappé, nous, souvent, avec nos échanges avec les autres collectivités. On se rend compte que partout en France, les questions se retrouvent. On est sur un secteur qui bouge, avec une réglementation qui bouge. On trouve qu'il y aurait une vraie, et nous, on a intérêt à cela dans le cadre de notre projet européen, à favoriser les échanges et le transfert d'expériences et d'outils avec les autres. Avec les autres collectivités. Donc, voilà, on a un vrai intérêt à ce que même la réflexion sur le guichet territorial, qui est vraiment notre perspective, c'est vrai que je ne l'ai pas indiqué, mais notre perspective, c'est vraiment cette question-là, c'est comment ce guichet territorial va être monté, quelle gouvernance, etc. Et voir quelle logique il y aurait à ce que ce genre de service existe également sur d'autres territoires. Merci beaucoup, Jérémy. On a pris un tout petit peu de retard par rapport à notre timing, mais on va quand même prendre les questions. Et pour des participants, pour nos intervenants, donc Ilona, je te repasse la main. Merci Delphine. Alors, il y a quand même pas mal de questions où on a déjà eu les réponses dans les présentations ou alors Justine a directement répondu dans le chat. Donc, je vous invite à regarder quand ça concerne Plaine Commune. Une question pour toi, Jérémy, je pense. Dans le cadre du quartier résilient, le projet de caractérisation des gisements, il est basé sur l'ensemble d'un quartier ou à une échelle plus large. Et quels sont les objectifs de ce projet-là? Alors, l'échelle qu'on envisage là, c'est le quartier du Grand Mirail, donc qui est le périmètre du quartier résilient. On trouve que c'est assez intéressant de travailler les flux. C'est quand même assez compliqué hein, d'avoir une vision macro des constructions sur l'échelle de la métropole. Là, sur le quartier résilient, il y a un périmètre circonscrit dans lequel on connaît un peu mieux les opérations, dans lequel elles sont un peu plus programmées et un peu plus maîtrisé. Du coup, il y a un vrai intérêt pour nous à travailler ces flux-là à l'échelle du quartier. Voilà. Ce qui n'empêchera Alors, pas de faire du lien avec des chantiers un peu hors périmètre, mais en tout cas, de travailler ces flux des constructions à l'échelle du quartier, ça nous paraît pertinent. C'est ce qui a déjà été fait sur d'autres territoires. merci Jérémy. Une question pour Justine. Alors, vous en avez partiellement répondu et aussi dans le chat, mais je pense que c'est bien de refaire un point là-dessus sur la méta-plateforme. Donc, on a quelqu'un qui demande si elle est vouée à devenir nationale ou seulement territorialisée. Et si jamais elle est territorialisée, quels sont les moyens pour la réplicabilité territoriale? Peut-être rééclaircir ce point-là. Ouais, alors nous, en fait, on est vraiment à chaque fois territoire d'expérimentation, c'est-à-dire on va un peu au front pour tester les choses, les expérimenter, les tester sur le terrain, avoir des outils les plus opérationnels possibles. À terme, il y a quand même des discussions qui sont en cours avec la métropole du Grand Paris, parce qu'il nous semble pertinent, il n'y a rien qui est acté politiquement, rien qui est fait, mais il nous semblerait pertinent que l'outil passe au niveau métropolitain, parce qu'il y a d'autres territoires qui sont intéressés par l'outil au sein de la métropole, et du coup, il y a intérêt, enfin, il y a un vrai intérêt à avoir un outil mutualisé. Au niveau national, après, ça va me dépasser. Effectivement, on a commencé à se discuter, on s'est vu au CIMI aussi avec les différents territoires où on a présenté nos outils respectifs. On voit bien quand même que le fonctionnement est plutôt le même, que les intérêts sont les mêmes, les questions sont les mêmes. Quelle forme ça va prendre? Comment on va mobiliser aussi les autres acteurs nationaux? Peut-être l'ADEME, ministère, on nous a parlé des éco-organismes. Les éco-organismes aussi, ils ont un rôle important dans les démarches. On ne sait pas encore. On sait que tout ça, ça va se remettre à plat et qu'on va en discuter autour d'une table. Pour l'instant, on est encore trop dans nos expérimentations respectives, en train de forger nos propres retours d'expérience opérationnelle pour avoir des outils qui fonctionnent. Donc, on n'en est pas encore à ce stade de discussion, mais il viendra. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas encore les éléments de réponse. Et en plus, encore une fois, ce sera plus, je pense, au niveau des métropoles qu'au niveau des territoires, puisque là, moi, c'est des sujets qui vont vite me dépasser. Super, merci Justine. Et Avec peut-être plaisir. une dernière question, parce que justement Justine a répondu à cette question-là, mais Malika, je veux bien votre point de vue aussi et votre retour d'expérience au niveau de l'île sur justement quel est le lien avec juste toutes ces obligations de REP et MCB. Est-ce que vous êtes en lien avec les éco-organismes dans le cadre des différents projets qui sont poussés au sein de la MEL? Oui, oui. Bon, les éco-organismes, justement, sont venus présenter, enfin, en tout cas, 3 des 4 éco-organismes PMCB sont venus
présenter à la fois leurs mesures, leurs dispositifs, leurs appels à projets. Il y a de ça 3 semaines sur le territoire de la Melle. On avait invité l'ensemble de nos partenaires et des entreprises à la présentation. Et ça a permis justement d'échanger à la fois sur ce qui existe sur les territoires, les plateformes, et de voir avec eux dans quelle mesure on pouvait travailler ensemble le maillage et l'animation territoriale. Donc on est en lien avec ces organismes, donc Écominéraux, Valdelia, Écomaison, et ça devrait plutôt permettre de travailler sereinement sur cette question et surtout de façon complémentaire. Il y a des ressources qui peuvent venir abonder les projets et on voit bien qu'aujourd'hui, les éco-organismes démarrent. Enfin, on n'est pas non plus sur quelque chose qui est complètement rodé, donc il y a moyen, je pense, que l'impact du territoire puisse intégrer les contraintes des éco-organismes. Merci Malika. Je pense qu'on a répondu à l'essentiel des questions du chat. Éventuellement, on peut prendre une dernière question si quelqu'un en a encore une. Je l'invite à lever la main et sinon, on passera à la conclusion de ce webinaire et à la présentation des 2 prochains webinaires qui nous attendent cette année. Et Ilona, peut-être nous faire un petit retour sur le sondage aussi, globalement, sur les questions? Oui, alors c'est vrai qu'on a eu un problème technique sur le sondage, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas pu avoir forcément accès au sondage en fonction de quand est-ce qu'il est arrivé dans la réunion. Mais globalement, surtout si on reprend la dernière question qui était utilisez-vous d'ores et déjà ces outils de plateforme? Donc, on a quand même pas mal de personnes qui ne les utilisent encore pas. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet à traiter dans les territoires. Mais on a aussi des personnes qui ont les 2 développés sur les territoires. Donc, c'est assez intéressant de voir que de toute façon, c'est un sujet pour l'ensemble des collectivités et que tout le monde est un peu en train de se mettre en marche sur ces problématiques-là. J'ai vu que quelqu'un levait la main peut-être pour poser une dernière question, Jérôme? Je vous invite à prendre la Oui, parole normalement. oui, merci, bonjour. Bonjour à tous pour ce sujet passionnant. J'avais une question sur le modèle économique. Est-ce qu'à ce stade, vous avez un retour sur les clés pour pérenniser dans des équilibres qui sont, on sait, pas toujours très stables, ces activités de réemploi à l'échelle d'un territoire? Je ne sais pas qui veut répondre. Comme vous voulez, Jérémy, Justine, Les Malika. financements, les financements externes, Jérôme, les financeurs. Financeurs publics ou privés ou Les 2, Les les 2, deux. mais il n'y a pas de secret, hein. Il faut qu'on soit soutenu. En fait, encore une fois, c'est une logique de demande. Il faut tirer la demande. Donc, il faut qu'on envoie un signal. Il faut que les marchés se créent. Le temps qu'il y a des surcoûts parce que les filières, elles se sont pas encore massifiées. Mais du coup, il faut nous aider. Il faut aider les acteurs publics justement à tirer ces filières-là. Et il faut nous aider financièrement. Il y a pas mal de financements, hein. Les métropoles, les régions, l'ADEME, les éco-organismes, etc. Et effectivement, c'est ça qui nous aide à tirer les filières, c'est les financements, hein, les financements publics et privés pour nous aider à faire émerger tout ça. Donc, il n'y a pas encore de Jérémy, je pense que... recettes de cas de figure bien identifiés. Pour le financement des surcoûts? Oui, oui. Bah non, mais c'est comme tout, c'est que en fait, quand les filières émergent, elles sont pas viables tout de suite, donc il faut accepter de porter ces surcoûts sur un temps certain pour qu'encore une fois, ça se massifie. Il faut qu'on porte l'effort. Entendu, merci beaucoup. Avec plaisir. Jérémy, je sais pas si tu as une... Non, bah, tu as très bien répondu, hein. On est exactement dans la même posture. Oui, chez nous, c'est pareil, avec peut-être en plus la question du foncier qui peut être aussi prise en compte dans le modèle économique, le loyer minoré dans un premier temps, qui augmente progressivement. Et quand je parlais tout à l'heure de la plateforme de Roubaix, on a identifié les matériaux qui étaient à la fois les plus générateurs de ressources et qui nécessitaient pas un travail trop important en termes de remise en état quand c'est nécessaire, de façon à ce que effectivement ça puisse permettre la viabilité à court terme de la plateforme. Merci beaucoup à vous 3 pour ces réponses. Je pense qu'on va arriver à la fin de ce webinaire. Un petit point agenda.
car on est seulement au deuxième webinaire de ce cycle-là. Jérémy, si tu peux juste mettre la slide d'après. Donc, comme vous le voyez, nous avons déjà fait nos 2 premiers webinaires qui étaient sur le rôle de la collectivité et donc celui-ci sur les plateformes. On se donne rendez-vous à la rentrée pour parler des enjeux de qualification des ressources et d'assurabilité, une vraie question. Et le dernier webinaire sera en novembre, donc un webinaire un petit peu plus en conclusion qui reprendra l'ensemble des outils nécessaires pour structurer une filière de réemploi dans le BTP à l'échelle d'un territoire. Vous aurez un mail retour avec une page qui maintenant recensera l'ensemble des replays et des présentations de ces webinaires-là, ainsi que notre premier webinaire qui était d'introduction qu'on avait fait en début d'année. Donc merci à tous d'être restés avec nous et d'avoir participé à ce webinaire. Et je vous souhaite à tous une bonne journée.